Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Parce qu'il faut parfois changer ses habitudes, je vous propose une série de 8 épisodes consacrés à des entrepreneurs de la région qui ont tous en commun d'avoir créé récemment leurs entreprises et d'être accompagnés par différents incubateurs de la métropole lilloise. C'est une exploration de leurs projets, de leur quotidien et des défis auxquels ils sont confrontés que je vous propose de vivre. Comme à chaque fois, si vous aimez ce travail, dites-le moi sur Apple Podcast, en attribuant à La Boussole une note 5 étoiles et en laissant un commentaire. Nous poursuivons avec Martin Duretz, cofondateur des Marmots, plateforme responsable autour de l'univers de l'enfant, et des Drôles de Bouille, qui révolutionne l'univers du coloriage et de l'ameublement des enfants avec sa coloritable, actuellement incubée au sein de Blanche-Maille, le campus rubésien d'Aura Technologies, consacré au e-commerce et à la PropTech. Le parcours de Martin a débuté au sein du groupe Coca-Cola. À la naissance de sa fille, les trajets entre Lille et Paris devenaient plus pesants. Mais il avait aussi la volonté de donner du sens à son action au quotidien. Tout cela a constitué le déclic pour se lancer avec ses associés. Avec Martin, nous avons parlé du Made in France, de la consommation responsable, de l'impact social des entreprises et de l'imagination infinie des enfants. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les liens vers les Marmots et les Drôles de Bouille, ainsi que toutes les personnes et ouvrages cités par Martin. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Martin. Bonjour Claire. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation dans La Boussole. Martin, tu es le cofondateur des Marmots et des Drôles de Bouille. Mais avant de parler de ces deux très belles entreprises, je voudrais qu'on revienne un peu sur ton parcours. Tu as fait un IUT à Roubaix pour commencer, c'est ça ? Exactement, j'ai fait un IUT technique de commercialisation à Roubaix. Oui. Et en fait, j'ai assez vite compris que je voulais rentrer dans le monde du travail assez rapidement, suite à un stage que j'avais fait lors du cursus du DUT. Ce qui fait que j'ai choisi de partir en alternance juste après sur une licence de marketing. Et en fait, ma scolarité s'est arrêtée là, puisque mon alternance lors de cette licence s'est tellement bien passée que j'ai eu le job derrière dans l'entreprise en alternance. Donc ça a été assez succinct finalement, ma partie scolaire. Ouais, donc t'es passé de suite dans la vie professionnelle où t'as rejoint quand même assez rapidement aussi un grand groupe, Coca-Cola. Exactement, en fait, l'alternance puis l'embauche derrière était une expérience ultra enrichissante. En fait, je suis arrivé en alternance dans un projet, c'est-à-dire que j'ai rejoint 2 personnes qui souhaitaient créer une agence de communication. D'accord. Finalement, c'était déjà un premier petit pas dans l'entrepreneuriat. Et donc, suite à l'embauche, suite à l'alternance, je suis resté 3 ans dans cette agence de communication. Donc, on était 3, donc c'était vraiment un modèle micro-entreprise avec beaucoup de... Tu mettais les mains dans le cambouis, quoi. C'est ça, exactement. Donc, on faisait un peu de tout, que ce soit de la prospection, du commercial, de la production. C'était hyper enrichissant et il s'avère que mon plus gros client était Coca-Cola. D'accord. Avec qui j'ai noué des liens et effectivement, comme tu l'as dit, que j'ai fini par rejoindre. Donc, je suis parti du côté du client et j'ai fait un énorme bond en passant d'une entreprise de 3 à une entreprise de 2500. donc voilà. Et donc, tu as fait pas mal de postes chez Coca-Cola, plutôt donc, sur la partie commerciale. D'abord, c'était les partenariats, c'est ça ? Tu as noué des partenariats en région, c'est ça ? Exactement. En fait, quand je suis arrivé chez Coca-Cola, j'ai pris le poste de responsable événementiel. Donc, en fait, j'avais en charge de toute la partie partenariat et sponsoring pour toutes les marques du groupe Coca-Cola, sur les événements sportifs, culturels, musicaux, etc., sur le Grand Nord de Paris. Donc, j'allais chercher aussi bien des clubs sportifs que des salles de spectacle ou encore des événements comme par exemple la braderie de Lille et à chaque fois j'étais en charge d'activer les marques du groupe Coca-Cola sur les thématiques. J'imagine que ça devait être hyper prenant. Je pense que tes journées elles devaient être à rallonge, peut-être aussi un peu le week-end. Enfin, comment ça... C'est exactement ça. En fait, dans l'événementiel, on travaille quand les gens ne travaillent pas, forcément. Oui. Donc, du coup, on travaille le soir, le week-end, les vacances, les jours fériés. Donc, c'est un mode de vie particulier, mais qui est extrêmement prenant, qui est aussi
aussi génial. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré mes 3 années dans l'événementiel parce que ça m'a fait découvrir un monde incroyable. En fait, on est quand même sur des moments où les gens prennent du plaisir, où c'est des vrais moments de convivialité, de plaisir, d'engagement. Donc non, j'ai vraiment adoré faire ça, même si effectivement, en termes de tranche horaire de travail, c'était un petit peu prenant. J'imagine. Et après, tu es devenu Key Account Manager, c'est ça? C'est ça, Ouais. exactement. Et après, je suis passé sur la partie commerciale et sur la partie chaîne de restauration. Okay. Donc pareil, je gérais d'abord sur le Grand Nord et ensuite à Paris les chaînes de restauration nationales où effectivement je devais négocier pour les marques du groupe Coca-Cola. Et quand je suis passé sur la partie nationale, donc j'étais à Paris, donc entre Paris et Lille. Et en plus de ces chaînes de restauration, et c'est là où commence un peu l'histoire, j'avais en charge en fait de développer ce qu'on appelait nous le new business, c'est-à-dire trouver en fait les jeunes startups, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs startups, qui étaient dans le milieu de la food. Okay. Et avec qui on pouvait faire des ponts avec le groupe Coca-Cola. Donc c'était hyper intéressant et c'était à nouveau un autre pas supplémentaire vers l'entrepreneuriat puisque je rencontrais quasi quotidiennement des entrepreneurs qui entreprenaient sur le milieu de la food. Donc ça pouvait être soit des nouvelles chaînes de restauration, soit des épiceries en ligne, soit des livraisons de repas à domicile. Donc je travaillais avec tout cet écosystème-là. Et ça m'a vachement fait découvrir le milieu des startups, le milieu entrepreneurial. Donc je passais une partie de mes journées en station F, chez Smart Food Village, etc., à aller à la rencontre de ces entrepreneurs. Et qu'est-ce qui fait qu'après, qu'à un moment tu changes, donc tu étais plutôt sur Paris, après avoir été un moment sur Lille, tu faisais le trajet du coup quotidiennement, c'est ce qu'on disait un petit peu avant de débuter l'enregistrement. Qu'est-ce qui se passe à un moment qui te donne l'envie de changer? Est-ce que c'est une rencontre? Qu'est-ce qui ça, Au final, c'est plutôt un cheminement, un vrai cheminement. Donc Coca-Cola, ça fait 10 ans de ma vie quand même. Oui. Et en fait, il y avait la volonté de retrouver l'entrepreneuriat, donc ma toute première expérience professionnelle. Ça, c'est le premier maillon du cheminement. Le deuxième maillon, c'est effectivement tout ce travail avec en tant que grand groupe, en tout cas, avec les startups, surtout parisiennes. Et le dernier maillon de la chaîne, ça a été de devenir papa. Ouais. Donc j'ai une petite fille de 4 ans qui m'a pas mal chamboulé sur plusieurs domaines. Il y a notamment, effectivement, tu l'as cité, le rythme de vie entre Lille et Paris. Au final, ça ne me convenait pas dans ma vie de famille de laisser ma femme et ma fille plusieurs jours à la maison et moi avec mon train de vie parisien. C'était pas en tout cas ce que je recherchais en termes de construction de vie de famille. Et aussi, ça m'a fait découvrir le marché de l'enfant. Sacré marché. Voilà, exactement, qui est un sacré marché et que en fait j'ai trouvé assez génial. Parce que c'est hyper vaste, c'est quand même assez souvent des achats plaisir, parce qu'on veut faire plaisir à son enfant, on veut bien faire et du coup on est souvent à la recherche de la bonne idée, du bon produit, qui ira bien à notre enfant. Donc j'ai adoré ce marché. En revanche, je me suis dit, en tout cas moi personnellement, que je m'y perdais un peu. C'est-à-dire que je le trouvais génial, mais en gros, je ne savais pas trop où donner de la tête pour trouver mon bonheur pour ma fille. Donc voilà, tous ces maillons-là se sont à un moment donné alignés et j'ai pris la décision en tout cas d'entreprendre sur ce marché-là. Avec la création, dans un premier temps, des marmots. Okay. Donc la création des marmots s'est faite un peu... sur mon canapé le soir et le week-end en rentrant du boulot. J'étais encore chez Coca-Cola en me disant l'idée des marmots qui est le fait de créer une plateforme responsable dédiée à l'enfant me plaisait beaucoup et en tout cas j'avais la conviction que ça pouvait fonctionner. Mais voilà, j'ai préféré en fait lancer très vite l'idée pour la confronter au marché, d'où le fait que je n'étais pas encore parti de chez Coca-Cola et que je l'ai fait de mon canapé et de mes week-ends en me disant je vais tout de suite tester
pour savoir si c'est la bonne idée ou pas, pour me conforter aussi, pour me donner confiance sur le chemin que j'allais prendre. Et alors, ces premiers tests, ça a donné quoi ? C'était hyper intéressant parce que en fait, j'ai un peu sauté les étapes d'un entrepreneur, j'avoue. C'est-à-dire que j'ai pas tellement fait d'études de marché, de sondage, ce qu'on appelle le design thinking, etc. Je l'ai pas trop fait. J'ai tout de suite créé une plateforme digitale que j'ai lancée, en gros, en une semaine. D'accord. Et ce qui fait que c'était ultra enrichissant parce que moi qui venais pas du milieu du digital, qui venais pas du milieu de l'enfant, en fait, je me suis vite rendu compte que j'ai lancé un produit qui était complètement imparfait. Mais justement, c'était la richesse de faire ce test, c'est-à-dire d'apprendre énormément sur les erreurs que j'avais fait sur ce premier produit, c'est-à-dire les catégories, que ce soit le design, que ce soit l'offre à proposer, enfin voilà, sur plein de domaines. Le fait de lancer très vite, voilà, ça m'a vraiment apporté beaucoup de richesse sur les directions à prendre pour l'avenir. Et du coup, tu as fait ça tout seul ? Tu t'es associé ? Vous êtes plusieurs sur les marmots ? Donc j'ai commencé tout seul. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu que finalement il y avait une attraction pour le concept, que du coup on commençait à avoir de l'entrée naturel, qu'on commençait à avoir de plus en plus de partenaires, qu'on commençait à avoir de plus en plus de ventes, de clients, je me suis dit que j'y arriverais pas tout seul. Ouais. Et là, un peu un hasard des chemins et un peu des étoiles qui s'alignent. En fait, il y a Maxence, qui est un ami d'enfance, qui lui était parti faire le tour du monde pendant 1 an. Revient et donc on se programme un déjeuner. Pendant le déjeuner, il me dit je veux partir sur un projet page blanche. J'aime beaucoup le milieu entrepreneurial. Voilà, j'essaie de regarder un peu ce qui se passe dans le monde des startups qui recrutent, etc. Et donc là, je lui dis en finissant ma bière, je lui dis écoute, moi je viens de lancer les marmots. Je lui explique le concept et donc je lui dis écoute, si tu veux, en attendant de trouver un job, si tu veux, tu peux m'aider. Ça te montrera un peu comment se passe l'entrepreneuriat, comment se passe un projet page blanche. Et il a accepté en me disant, écoute, pas de souci, je t'aide tout en cherchant du travail à côté. Et au bout de quelques semaines, d'ailleurs, ça n'a pas duré très longtemps, il m'appelle et il me dit, écoute, Martin, que penses-tu si j'arrête de chercher du travail et que je me mets à 100% sur les marmots avec toi. Et voilà, et ça s'est fait comme ça. Donc on s'est associé comme ça avec Maxence. Donc ça, c'est la première personne qui m'a rejoint. Et il y a une deuxième personne qui m'a rejoint, qui est mon frère, qui en fait a lui un parcours extrêmement riche dans plein de grandes entreprises et qui a des visions, en tout cas, sur les stratégies d'une entreprise qui sont assez fortes. Et qui du coup m'a rejoint, pareil, dans l'aventure, plutôt sur un aspect consultatif et voilà, de me donner des avis en tout cas et des conseils sur des grandes stratégies. Appui, exactement, plus un appui. Et donc on a avancé à 3 de cette manière-là. Donc là, pour remettre un peu un timing, donc ça s'est fait début 2019, cette création en tout cas à 3 des marmots. Et pareil, donc on a pendant les premières semaines, on a travaillé de chez nous, de notre cuisine, de notre salon, etc. Et en fait, on s'est vite dit qu'on avait besoin d'une structure derrière pour nous accompagner sur plein de points d'une entreprise. Et donc, on a découvert en fait le programme d'Eura Technologies, qui est le programme Start, qui permet aux startups, en tout cas aux personnes qui veulent entreprendre, de confronter leur idée, de confronter en tout cas leur méthode de travail à l'entrepreneuriat et à l'écosystème. Donc on a choisi de postuler à Eura Technologies, chez qui on est toujours. Donc ça s'est fait en mai 2019. Et comme du coup c'est plutôt e-commerce, c'est Blanche Maille, enfin c'est l'incubateur Blanche Exactement. Maille. Voilà. Okay. Du coup on a été rapatrié sur Roubaix, donc dans l'incubateur Blanche Maille, qui est la partie en fait commerce connecté d'Eura Technologies. Et ça a vraiment tout changé dans notre parcours parce que le fait d'être au cœur de cet écosystème-là nous a vraiment fait avancer de manière beaucoup plus rapide. On a gagné énormément de temps.
Oui. Moi, c'est ce que je disais, j'avais toujours l'impression qu'une semaine chez Eurotechnologie, finalement, c'était 3-4 semaines à la maison. Donc, on va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup d'entraide entre les entrepreneurs. Blanchemaille a été un vrai accélérateur pour concrétiser le projet. Ça apporte un vrai cadre et une vraie entraide entre les entrepreneurs. On a la chance d'être dans un bâtiment où on est quasi que des e-commerçants, donc avec tous les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, et ce qui fait qu'il y a un vrai échange de compétences et d'expérience qui fait qu'on va beaucoup plus vite. Et le cadre Eurotechnologie nous permet aussi de bénéficier d'ateliers et d'intervenants. Donc ça, c'est hyper intéressant. On a accès à des intervenants de KPMG, on a accès à des intervenants de grosses boîtes de médias. Voilà, on a vraiment beaucoup d'accès et c'est très très riche, vraiment. Et d'ailleurs, on y est encore, donc c'est vraiment que ça nous a plu, puisque ça fait 1 an qu'on y est. Donc non, vraiment, je le recommande en tout cas pour les entrepreneurs qui sont chez eux. de pouvoir intégrer un écosystème comme ça, c'est vraiment enrichissant. C'est ce que disent beaucoup des invités du podcast, que j'en ai pas mal qui sont passés par les différents incubateurs autour de la métropole lilloise. Et c'est vrai que cet accompagnement-là, ça permet de grandir plus vite et grandir aussi mieux, en confrontant aussi ses idées, en ayant des interactions avec d'autres entrepreneurs, en validant un peu avec d'autres les idées qu'on a pour éviter de se planter aussi. Exactement, c'est vraiment ça la force d'un incubateur et de l'écosystème, c'est vraiment le réseau qu'on peut se créer et les échanges qu'on a. Ça permet aussi finalement, parce que quand on a une idée qu'on pense bonne et qu'on y met toute l'énergie dessus, faut aussi finalement avoir la personnalité d'un entrepreneur, je pense. Parce que c'est fait beaucoup de hauts et de bas. Il faut avoir énormément de persévérance. Il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir prendre beaucoup d'initiatives et parfois enfoncer quelques portes. Donc c'est vrai que c'est le fait de rentrer dans l'incubateur permet aussi de s'auto-juger finalement, oui. de se dire ok, est-ce que je suis vraiment fait pour entreprendre, pour lancer une start-up et s'il me manque en tout cas des compétences ou s'il me manque des choses, justement l'incubateur peut permettre de les apporter ou d'améliorer certains points dans nos compétences. Donc non, c'est vraiment une bonne chose. Et comment ça se passe au début pour trouver les marques, les partenaires qui vont être sur les marmots, sur la plateforme? Ça se passe comment? Alors, donc nous, les marmots, on est vraiment la plateforme responsable dédiée aux enfants. Oui. Donc plateforme parce qu'effectivement, on rassemble plusieurs marques et plusieurs acteurs du milieu de l'enfant sur un même site web. Responsable parce qu'en fait, on a créé un cahier des charges sur les marmots avec l'envie de rendre le consommer responsable accessible. C'est vraiment la phrase qui a dicté le projet. Et donc, notre cahier des charges s'appuie sur 5 piliers. Donc, oui. Le premier pilier est le Made in France. Le deuxième pilier est le bio. Le troisième est le durable. Le quatrième est le recyclé. Et le cinquième... C'est le fait main. Et le fait main, exactement. Ouais. Ça, j'avais révisé. Et pourquoi on dit rendre le consommer responsable accessible? Parce que en fait, il faut que chaque marque ou chaque partenaire corresponde à au moins un de ces 5 piliers. D'accord. Le but est pas de créer une offre justement inaccessible en cumulant ces piliers-là. J'imagine que si demain j'avais une offre sur les marmots qui était uniquement Made in France, plus bio, plus fait main, plus on arriverait sur une offre qui serait finalement très peu accessible. Donc le but, c'est de se dire, même parfois, on a des marques ou des produits qui viennent de Suisse ou d'Allemagne, mais qui derrière présentent des caractéristiques durables qui sont très intéressantes, comme le bio, comme l'éco-responsabilité, l'upcycling, etc. D'accord. Donc on ferme pas les portes aux produits durables, même s'ils ne sont pas français. Et à l'inverse, les initiatives françaises qui parfois ne peuvent pas s'appuyer sur toute la chaîne d'éco-responsabilité, parfois ça donne quand même des bons produits parce que ça met la lumière sur une initiative locale ou sur des initiatives entrepreneuriales aussi hyper intéressantes.
Donc là, le but n'était pas de vraiment fermer le cahier des charges, de le laisser ouvert, D'accord. mais quand même d'avoir toujours cette ligne rouge sur le consommer responsable accessible. Donc cette plateforme, aujourd'hui, rassemble plus d'une centaine de partenaires. Ouais, c'est énorme. Donc on les appelle partenaires parce que ça va de la créatrice qui est en auto-entreprise et voilà, qui lance ses petites créations à la start-up qui, pareil, du coup, crée des concepts hyper innovants, à la PME, où là, on a aussi des partenaires qui sont des entreprises plus établies, plus enseignes et qui ont quand même cette volonté de proposer du durable et de l'éco-responsable pour l'enfant. D'accord. Donc, on a tous ces types de partenaires-là qui aujourd'hui représentent plus de 2000 produits en ligne sur les marmots, avec plusieurs catégories. Donc, on a la mode, évidemment, avec les vêtements. On a également le jeu et le jouet. Oui. On a la puériculture, donc avec tous les accessoires qui accompagnent bébé. Et on a les activités. Et donc, pour aller chercher tous ces partenaires-là qui pourront rentrer dans ces catégories et dans ce cahier des charges-là, il y a plusieurs méthodes en fait. À la base, on a fait beaucoup de recherches sur les réseaux sociaux notamment, parce que quasi tous ont leur page Instagram ou leur page Facebook ou leur page LinkedIn d'ailleurs. Donc on les contacte via ce channel-là. On peut également aussi les recruter tout simplement sur Google. Voilà. On a fait aussi pas mal d'annonces, donc c'est-à-dire que nous-mêmes communiquons sur si vous correspondez à ce cahier des charges-là, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on est toujours à la recherche de nouveaux partenaires. Plus l'offre sera fournie et plus en fait on pourra faire venir de clients. Donc nous, on ne se limite pas du tout, en tout cas en termes de partenaires, en termes d'articles. Donc voilà, et on a en 2019, donc moins en 2020 vu la situation, mais en 2019, on a fait quelques événements physiques aussi, dans la métropole lilloise surtout, où du coup ça nous permettait justement de pouvoir rencontrer aussi bien le client que de futurs partenaires. Donc ça a été hyper enrichissant aussi. Et après, concrètement, comment ça se passe? Donc chacun, j'imagine, garde ses stocks, ses produits, et donc les marmots fait la mise en relation finalement, c'est ça? C'est exactement ça, on est vraiment sur un modèle marketplace. Donc chaque partenaire en fait ouvre sa boutique sur les marmots, donc un espace où il peut expliquer son concept, son histoire et présenter ses produits. D'accord. Mais il reste effectivement maître du stock de ses produits, de la logistique envers le client. Donc nous, la plateforme vraiment met en relation l'acheteur et le vendeur sur la plateforme. Donc c'est vraiment ça notre mode de fonctionnement. Et j'avais vu qu'il y avait une partie aussi seconde main, donc il y a la possibilité aussi pour les clients de revendre des produits via la plateforme. Alors nous, la partie seconde main, en fait, on la traite côté B2C. C'est-à-dire que notre seconde main n'est pas de particulier à particulier, mais ça va être les professionnels de seconde main qui vont proposer leur catalogue à nos clients. L'objectif est vraiment de pouvoir, de ce fait, proposer une offre qualitative, puisqu'on sait que comme la seconde main est proposée par des professionnels, on a cette garantie en fait du produit qui est hyper importante pour nous. Typiquement, pour revenir juste sur ce détail-là, toute première version des marmots, il y avait cette option C2C, donc cette option de particulier à particulier sur la seconde main. Et ça fait partie justement de mes apprentissages des marmots, parce que en fait, c'est un vrai métier à part entière de faire du particulier à particulier. Et du coup, on a préféré ne pas se lancer sur cette partie-là, mais de garder la seconde main, parce que aujourd'hui, la seconde main sur le marché de l'enfance, c'est absolument énorme. Parce qu'on sait tous que la seconde main sur le marché de l'enfant est souvent de très bonne qualité. Je pense que sur les habits, ils les mettent quand même pas des masses. C'est ça, parce que c'est souvent peu porté ou peu utilisé. Donc on retrouve beaucoup de seconde main et de très bonne qualité. Donc il y a un vrai sujet sur la seconde main sur le marché de l'enfant. Et donc nous, on la traite, mais côté professionnel. D'accord. Comment vous voyez un peu la suite pour le développement? Alors, donc, nous, on est toujours à la recherche de nouveaux partenaires. Donc, on souhaite vraiment continuer à construire l'offre de plus en plus. Là, la semaine dernière, le dernier venu est une superbe maison d'édition lilloise qui, du coup, nous est venu référencer sur les marmots ses livres et ses jeux de cartes. Donc, on en est absolument ravis. On a également eu cet été la chance d'avoir une
une belle start-up qui propose des kits de jardinage pour les enfants. Donc, on est vraiment toujours à la recherche de l'offre de plus en plus qualitative, de plus en plus diverse aussi, qui permettra de répondre à de plus en plus de besoins des parents. Donc c'est vraiment un focus qu'on a sur recruter un maximum de partenaires intéressants. On a évidemment les fêtes de fin d'année qui vont arriver, qui sont un gros tournant pour nous, puisque ça fait partie d'un gros temps fort sur les marmots. Il y a un de mes apprentissages, en tout cas d'un de mes métiers chez Coca-Cola, qui était notamment de travailler avec les plateformes d'agrégation de repas, donc les plateformes qui vous livrent les repas à domicile, ça a été de créer des temps forts. C'est-à-dire qu'on a la chance, nous, sur le marché de l'enfant, d'avoir énormément de temps forts durant une année. Donc là, j'ai parlé de Noël, mais avant ça, il y aura Halloween, la rentrée des classes vient d'être passée. On en a plus d'une dizaine sur l'année. Et du coup, on souhaite vraiment s'appuyer sur ces temps forts-là. Donc on va, à chaque temps fort, essayer de trouver les meilleurs partenaires qui pourraient correspondre à ce temps fort-là et les mettre en avant de manière vraiment importante. Donc, d'avoir une offre qui corresponde à ce temps fort-là. Exactement. Donc on aura une offre Halloween, on aura une offre Noël, et à chaque fois sur lequel on va communiquer de manière très forte, que ce soit sur notre site, mais également sur l'ensemble de nos réseaux et en publicité. Donc ça, c'est vraiment une des forces que font les marmots. Après, dans le développement futur des marmots, et c'est déjà en cours de discussion, c'est aussi d'accueillir des grands groupes. Parce que moi qui justement été côté grand groupe chez Coca-Cola vers les startups, je pense vraiment, j'ai la vraie conviction qu'il est vraiment possible de bosser avec des grands groupes, même sur des concepts qui se veulent très éco-responsables, durables, mais aussi de promouvoir le Made in France et le fait main. Je pense que c'est pas incompatible avec le grand groupe parce qu'aujourd'hui, il y a des grands groupes qui font des vrais efforts dans ce sens-là, qui proposent des gammes de produits qui rentrent en tout cas nous dans notre cahier des charges. Donc on a déjà des discussions avec des grandes marques et des grands groupes en France pour les intégrer. Après, ça prend plus de temps de les intégrer parce que ce soit techniquement ou que ce soit légalement, c'est un peu plus long. Mais en tout cas, c'est la volonté aussi de ne pas fermer la porte aux grands groupes. Et justement, moi, je pense vraiment que si demain on arrive à justement avoir plusieurs grands groupes sur la plateforme Les Marmots, ça va tirer tout le monde vers le haut. J'ai vraiment cette conviction-là, c'est-à-dire que moi, j'ai une vision positive de mettre à côté un produit d'une créatrice auto-entreprise chez elle et un grand groupe qui aurait des centaines voire des milliers d'employés et d'avoir leurs produits les uns à côté de l'autre sur ma plateforme, je trouve ça génial en fait. Et je trouve que c'est positif pour tout le monde et que c'est assez sain en fait finalement de pouvoir... Quelqu'un qui serait peut-être venu pour le produit du grand groupe va peut-être du coup s'intéresser au produit de la créatrice qu'il n'aurait pas vu autrement s'il n'y avait pas eu les produits du grand groupe qui étaient proposés. C'est exactement ça. C'est exactement ça. On m'avait posé la question au début de la création des marmots. On m'avait dit... sur le marché de l'enfant, les marques sont très fortes. C'était un papa qui m'avait interpellé, qui m'avait dit moi, le problème, c'est que j'adore vos produits, mais mon enfant, si je lui mets pas du Playmobil, du Lego et toutes ces autres grosses marques-là devant lui, je suis pas sûr qu'il joue parce que ses copains ont ces marques-là. Et donc, il m'avait un peu interpellé sur la puissance des grosses marques sur le marché de l'enfant. Et moi, ce que je lui ai répondu, je lui ai dit, c'est pas faux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, les enfants sont très attachés à quelques grandes marques parce que c'est devenu assez universel comme jouet. En revanche, il y a plusieurs réponses. La première réponse, c'est que finalement, mettez-lui un jouet Made in France qu'il y a sur les marmots, je pense qu'il jouera tout aussi bien. Ça, c'est la première réponse. Je pense qu'il n'y a pas de limitation à l'imagination et aux capacités de jeu des enfants. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Et deuxièmement, je pense aussi qu'il y a certaines grandes marques qui font des efforts et qui, du coup, effectivement, pourraient venir sur les marmots. On a eu typiquement cet été, à nouveau, une autre jeune entreprise qui nous a rejoint, qui fait du textile pour bébés. En coton bio, production Made in France, mais avec des licences de marques pour enfants, donc le chaperon rouge, voilà, ce type de licence-là. Et finalement, moi, j'ai bien aimé sa vision que je partage, c'est-à-dire qu'on peut faire de la marque et être éco-responsable et être accessible. C'est pas parce que c'est une licence que exactement. C'est pas... Voilà, Donc le but des marmots, c'est vraiment ça, c'est vraiment de ne pas être éclectique, c'est vraiment d'être ouvert à tous, d'être le plus accessible possible en ayant l'offre la plus diversifiée et en essayant vraiment de tirer tout le monde vers le haut.
Et du coup, à côté des marmots, tu as lancé, d'ailleurs avec avec Maxence aussi, les drôles de bouille. Exactement. Alors là, c'est une histoire, quand tout à l'heure on parlait justement de l'écosystème Blanche-Maille, là on est complètement dedans. En fait, on a rencontré une autre start-up au sein de Blanche-Maille qui à la base réalise des bureaux personnalisés, qui s'adressent normalement aux entreprises qui veulent mettre en fait leur logo ou leur charte graphique sur leur bureau. Okay. Voilà. Et qui donc a la technologie d'impression directement sur du mobilier, qui est une technologie assez rare. Et en fait, lors de plusieurs cafés ou plusieurs discussions, on a eu la volonté de créer un produit ensemble. De finalement prendre les compétences des deux startups. Donc lui, la partie technique et nous, la partie plutôt connaissance du marché, revente, marketing, etc. Pour créer du coup les drôles de bouille. Et donc les drôles de bouille, c'est à la base une table de coloriage qui s'appelle la coloritable, qui est une petite table basse sur laquelle on vient imprimer une illustration qui est faite par une illustratrice lilloise avec qui on travaille. Et l'enfant vient directement colorier sur la table et l'effacer en un coup d'éponge. D'accord. Donc le but était vraiment de réunir les compétences des deux startups et de créer cette coloritable. Et à la sortie de cette coloritable qui s'est faite en janvier 2019, à la base c'était juste un produit unique qu'on a lancé parce que moi, pour tout vous dire, ça me faisait beaucoup rire de donner la possibilité à un enfant d'écrire sur une table. Je trouvais c'est ça que t'as jamais le droit de faire quand t'es enfant. Tout le monde te dit surtout pas, mon Dieu, et tout. C'est vraiment ça. Moi, ça me faisait beaucoup rire de me dire, enfin, un enfant pourra se dire, oui, j'ai le droit d'écrire sur une table. Et je trouvais ça assez drôle. Et voilà, en rajoutant le côté effaçable, ce qui fait un anti-gâchis de papier, en rendant aussi la production responsable, puisqu'on produit avec un partenaire français. Donc on a sorti cette table-là un peu en prototype pour la tester, pour la confronter au marché à nouveau. Et en fait, on a eu un vrai succès, un vrai bon retour. C'est-à-dire que ça a étonné beaucoup de monde et on a eu vraiment des très très bons retours sur cette table-là. Ce qui nous a amené en fait à créer une marque, les drôles de bouille. On s'est dit qu'il fallait aussi créer une marque au sein des marmots pour un peu qui soit un peu à part, que le client puisse bien différencier les marmots qui est la plateforme et les drôles de bouille qui est la marque de la coloritable. Les drôles de bouille, c'est une marque avec aussi un peu d'histoire. Le pitch de départ de cette marque des drôles de bouille, c'est moi, ma fille a 4 ans et j'adore lui lire beaucoup d'histoires. Et très sincèrement, c'est un peu caricatural ce que je vais dire, mais le grand méchant loup, c'est sympa 2 secondes. Mais moi, j'aimerais bien aussi lui raconter d'autres histoires. Oui. Et je me suis dit que ce serait cool, sans aller trop vite dans son développement évidemment, mais ce serait cool de aussi pouvoir lui présenter des personnages, lui raconter des histoires avec des personnages plus concrets. C'est des personnages qui pourraient être sa copine à l'école, qui pourraient être, auquel en tout cas elle pourrait s'identifier. Et donc on a créé 3 personnages qui sont Nico, Jamie et Brie. Et ces 3 personnages-là, on leur fait vivre des aventures sur nos tables. Et dans chaque aventure, ces 3 personnages-là vont avoir des actions responsables. Donc on a Nico qui est un peu l'écolo de la bande, qui va nettoyer l'océan, qui va trier, qui va mettre de l'engrais naturel dans le potager, etc. On a Brie qui est en fait plutôt la protectrice de la faune et de la flore. Donc elle va aller guérir une baleine, elle va s'occuper de son chien, elle va et enfin on a Jamie qui est plutôt le scientifique. Qui va lui vachement s'intéresser aux choses, qui va essayer de découvrir, apprendre, qui va également être fan de photos et qui va photographier les espèces un petit peu rares. Donc voilà, et du coup ces 3 personnages-là, avec ces 3 personnalités assez fortes, vivent des aventures sur nos coloritables, ce qui rend en fait l'illustration sur la coloritable plus qu'un coloriage. Oui. Aujourd'hui, quand vous avez une coloritable et un enfant, en fait, au-delà du coloriage, on peut aussi lui raconter l'histoire. On peut aussi lui faire vivre les personnages qui sont sur cette table-là. Et donc, il y a un aspect aussi pédagogique et interactif autour de cette table à colorier qui est assez fort, en fait, sur l'échange et sur tout ce qu'on peut en faire.
Donc les drôles de bouille sont nés en avril. Donc voilà, le cheminement, ça a été assez rapide. Et donc voilà, aujourd'hui, il y a un site internet. Donc évidemment, la coloritable est sur les marmots, mais il y a également un site internet qui s'appelle lesdrolesdebouilles.fr qui du coup présente un peu notre histoire, ce qu'on a voulu mettre en place autour de cette marque-là et autour de ce produit-là. Et donc voilà, donc il y a un site internet qui a été lancé. Et ce qui est assez fort en fait dans l'histoire de cette coloritable, c'est que ça nous a ouvert tout un marché du B2B qu'on n'avait pas du tout sur les marmots. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec des chaînes de restaurants, avec des chaînes de magasins. Oui, j'allais dire, ça leur parle, quoi. Ouais, c'est exactement. un vrai besoin. C'est un vrai besoin et même on a été hyper étonnés qu'une boutique lilloise nous dise en fait, la coloritable, moi je la mets près de mes cabines d'essayage. Et en fait, les mamans sont beaucoup plus zen quand elles viennent faire leur shopping et n'ont pas la fameuse situation où l'enfant court partout dans le magasin et du coup la maman se dit bon, allez, j'y vais, tant pis, parce que là, voilà. Et non, et en fait, du coup, elle passe beaucoup plus de temps dans la boutique et ça lui amène du business. Donc, c'est assez sympa. On travaille aussi avec les institutions. Donc, on a déjà mis des tables dans des écoles, que ce soit aussi bien dans la classe qu'en garderie, qu'en centre de loisirs. Donc finalement, cette petite table de coloriage prend place dans beaucoup de lieux très, très différents et à chaque fois est très bien intégrée. On a encore eu la semaine dernière une pharmacie qui nous a commandé des tables pour les installer. Donc voilà, des cabinets médicaux. Donc ça nous a ouvert tout ce marché-là auquel à la base on n'avait pas pensé. Oui, c'est sûr. Et donc c'est assez incroyable ce qu'on vit sur la coloritable en ce moment. Et en plus, toutes les 20 tables, il y a une table qui est offerte à un service de pédiatrie, c'est ça ? Exactement. Ça, c'est ce que j'adore dans le fait d'entreprendre. C'est que finalement, on donne la direction et on inculque les valeurs qu'on a vraiment personnellement. Et ça, c'est vraiment une révélation que moi j'ai dans l'entrepreneuriat. Et du coup, sur la partie coloritable, comme c'était notre propre produit, on avait plus d'agilité que sur les marmots qui ne sont pas nos produits. Et donc, on a voulu effectivement y mettre des valeurs fortes et surtout un engagement sociétal qui soit très concret. J'ai rien contre on donne un pourcentage à... J'ai rien contre cette méthode-là. Mais moi, là, en tout cas, au démarrage, ça me plaisait vraiment de pouvoir concrétiser mon engagement. Et donc, effectivement, toutes les 20 tables vendues, on installe une coloritable gratuitement dans un service pédiatrique. Donc on a fait nos premières installations cet été, notamment au CHR de Lille, à l'hôpital Jeanne de Flandre. Et c'est vrai que l'accueil qu'on a reçu nous a vraiment conforté. Et enfin, moi, je suis sorti de cette installation vraiment avec la conviction de me dire, OK, là, je suis en train de prendre une direction qui me plaît beaucoup et je suis en train d'être... fier finalement de mon projet parce que l'impact qu'il a derrière est très concret et surtout est très fort. C'est-à-dire que les infirmières nous ont reçus vraiment avec un sourire énorme en disant mais c'est génial parce que dans l'unité où on a installé les tables, c'est une unité où les enfants restent au minimum une semaine. Et effectivement, ils ont une salle de jeu. Sauf que, évidemment, le budget pour équiper la salle de jeu est limité. Et donc, de recevoir ces tables de coloriage, elles l'ont vraiment très bien vécu et nous ont vraiment remercié du fond du cœur. Et du coup, ça nous a donné beaucoup de sens sur le projet global. Moi, toi, pour avoir un petit garçon qui a été hospitalisé pendant 2 semaines quand il avait 18 mois, à Jeanne de Flandre. Donc c'est vrai que y a des jeux et tout, ils font un super boulot, puis il y a des personnes d'une association qui apportent des livres aussi, enfin tout ça c'est super, mais c'est vrai que j'imagine que dans cette salle-là, qui est des tables à colorier et tout, c'est un plus pour les petits-enfants, quoi. C'est exactement. Super. Oui, tout à fait. C'est une toute petite pierre, et tu as raison de le préciser, sur le travail que font les équipes d'animation hospitalière qui est dingue. Mais voilà, de pouvoir en tout cas y participer et voilà, apporter son petit quelque chose, c'est vraiment canon. Et du coup, les produits, ça s'est pas limité à la table. Enfin, en préparant du coup l'émission, je regardais ce qu'il y avait comme autre produit. Il y a aussi des petits cadres personnalisables. En plus, les montants sont vraiment pas... Enfin, la table, c'est 90 €. Exactement. Et après, des cadres pas personnalisés ou personnalisables, ça reste entre 9 et 15 €, quoi, à peu près. C'est ça. En fait, donc le produit star était vraiment cette table. Et quand on présente l'univers des drôles de bouilles
avec cette charte graphique assez identifiable qui est faite par notre illustratrice et les personnalités des personnages, on a vraiment eu beaucoup de bons retours où les gens nous disent effectivement vos personnages sont sympas, il y a quelque chose à raconter derrière en tout cas. Et donc progressivement, on se dit que oui, c'est génial de pouvoir développer la marque en tant que telle des Drôles de Bouille. Et pour développer la marque, effectivement, on a décidé de développer d'autres produits dont font partie ces cadres. Et donc ces cadres, en fait, on les a... On a eu la volonté, en tout cas, de garder notre concept de... on met les personnages en avant et on rend le coloriage actif. Et donc, ces cadres, effectivement, qui vont de 10 à 15 €, qui sont personnalisables avec le prénom de l'enfant ou non, vous sont livrés, en fait, avec plusieurs livrets. Donc, il y a le livret colorié, il y a le livret non colorié. Donc, l'enfant peut colorier le livret. Et donc, toute une méthode d'interaction avec juste un cadre. Et c'est vraiment ça, nous, qui nous plaît aussi, c'est comment on interagit avec juste une table, comment on interagit avec juste un cadre. Et de donner des clés, en fait, à l'enfant pour se dire, bah si, en fait, tu vois, ton cadre, tu peux toi-même le personnaliser en mettant les couleurs que tu souhaites sur ce cadre-là. On trouve que, voilà, à nouveau, ça fait beaucoup de liens entre l'objet et l'enfant, et quelque chose d'interactif qui nous plaît beaucoup. J'ai vu qu'il y avait aussi le petit tabouret pour la table, les feutres. Enfin, du coup, voilà, il y a vraiment la possibilité d'avoir Exactement. un package tout à fait. avec tout, Alors, tout dedans. C'est intéressant de préciser effectivement ce qu'on fait autour de la table, parce qu'il faut savoir que ce ne sont pas des feutres spéciaux. Et ça, c'est important de le dire, et on le répète souvent. En fait, la technologie que nous, on a pour fabriquer cette table-là permet d'utiliser des feutres assez génériques. Donc nous, évidemment, on préconise nos feutres, donc on a nos propres feutres, mais en fait, les caractéristiques de ces feutres-là sont qu'ils sont à l'eau et ultra lavables. Sauf que des feutres à l'eau et ultra lavables, on en trouve partout. En fait, c'est pas des feutres spécifiques. Donc c'est important de le préciser, parce que on n'a pas voulu faire un produit qui à nouveau qui apportait des contraintes aux parents. Moi, je sais que ma fille adore faire des dessins, et c'est vrai que je me suis mis à la place en tout cas d'un futur client, en me disant si c'est des feutres spécifiques et que au bout de 2 mois de coloriage, forcément un feutre ça a une durée de vie limitée, en fait je dois recommander sur le site internet, etc. Exactement. donc non, le but c'est effectivement on propose tout ce qui va avec la table, donc le tabouret, les feutres, etc. Mais en tout cas voilà, c'est pas fermé. C'est vraiment ça le message autour de la table. Et pour revenir après plus globalement, à la fois sur les marmots et les Drôles de Bouille, quand on crée comme ça quelque chose donc, qui n'existe pas, qu'on part de zéro, il y a quand même toute cette partie se faire connaître. Je pense notamment réseaux sociaux. Comment vous avez géré ça en fait, cette partie-là ? Effectivement, en fait, à la fois c'est une vraie chance d'avoir les réseaux sociaux, parce que on peut arriver à se faire connaître sans réellement d'investissement financier. Je précise financier parce que les réseaux sociaux, c'est quand même un énorme investissement humain. Oui, de temps. En termes de temps qui est énorme. Donc voilà, je précise le financier. Donc nous voilà, on s'appuie beaucoup sur les réseaux. J'ai oublié de préciser que sur les marmots, en fait, notre axe de communication, c'est le contenu. C'est-à-dire qu'on a un blog au sein des marmots qui est alimenté soit par nos partenaires, soit par des professionnels de l'enfance, sur des sujets de la parentalité générique. Ça peut être le sommeil, ça peut être l'alimentation, ça peut être la gestion des émotions, etc. Et en fait, sur ces sujets de la parentalité, nous, derrière, si on a une proposition produit qui permet de répondre à la problématique, on les pousse dans ces articles de blog. Donc c'est vraiment comme ça qu'on souhaite communiquer sur les marmots. Je vais vous donner un exemple très simple. On a eu la chance d'avoir un contenu fait par un psychologue sur la gestion des émotions des enfants, mais qui était vraiment ultra global. Et il s'avère qu'on a une start-up qui est référencée sur les marmots qui fait un jeu sur la gestion des émotions qui s'appelle le kit de retour au calme, qui permet en fait sur plusieurs petits outils de gérer les émotions de l'enfant. Donc il y a un jeu de cartes, il y a une petite peluche, il y a des bulles relaxantes, etc. Et c'est ce qui fait qu'on a pu vachement lier ce contenu fait par un professionnel à justement une solution, en tout cas une proposition de solution
qui étaient référencés sur les marmots. Et du coup, cet axe de communication-là nous permet de nous faire connaître. Et moi, j'aime bien parce qu'il permet de nous faire connaître, en tout cas pour moi, de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il nous fait connaître comme des spécialistes aussi de l'enfant, et pas uniquement juste on vous pousse des produits et on espère, on croise les doigts que vous les achetez. L'approche en tout cas est différente. Nous on préfère une approche sur donner du contenu, donner du contexte sur ce qu'on fait et ce qu'on met en place sur la marketplace. Donc on s'est vachement appuyé sur les réseaux sociaux pour communiquer sur tout ce contenu-là. Et effectivement, ça nous a pas mal aidé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont notre principal axe d'acquisition, en tout cas sur les marmots. Donc voilà. Et sur les drôles de bouille, pareil. En fait, ça a été surtout Instagram et les influenceurs qui nous ont fait connaître. On a la chance avec la Coloritable d'avoir un produit qui plaît énormément aux influenceurs. Et c'est une vraie chance parce qu'aujourd'hui... même si les influenceurs, c'est pareil, c'est assez complexe à gérer parce qu'il y en a énormément. On ne sait pas tous si le contenu est fiable ou pas fiable et si la communauté est fiable ou non, engagée ou non. Mais en tout cas, avec notre Coloritable, on a la chance d'avoir ce produit qui plaît beaucoup. Donc, on a beaucoup d'influenceurs qui nous demandent en fait, de tester la table et assez naturellement. En fait, donc c'est assez génial. Et on a beaucoup de bons retours. Donc on a acquis une vraie notoriété grâce à ça. Et après, on essaie aussi de gérer la partie média, qui est pas simple à gérer pour une start-up parce que je pense que les journalistes sont très sollicités. mais bon, on arrive quand même de temps en temps à faire quelques papiers ou quelques passages qui sont hyper intéressants parce que, à nouveau, un peu comme toi, Claire, mais pour nous, en tout cas, entrepreneurs, c'est une vraie chance de pouvoir parler de nos projets, de pouvoir mettre la lumière sur nos initiatives et nos valeurs. Et c'est vrai que pour nous, c'est très, très précieux, en fait, parce que quand on est dans notre quotidien, on a finalement assez peu l'occasion de le faire. Et c'est sûr que c'est toujours une chance et un vrai bonheur de pouvoir le faire, parce que il n'y a rien de mieux que de nous donner la parole. Oui, c'est sûr. Parce qu'on peut vraiment transmettre ce qu'on souhaite faire. Donc, oui, c'est vrai que c'est vraiment c'est un peu la raison d'être de ce podcast aussi. c'est pour ça que c'est génial. Et je me demandais aussi sur les différents produits, comment... tu vois, moi, par exemple, avec notre petit garçon, on fait du zéro écran et tout. Et donc, c'est vrai qu'on est toujours à la recherche de jeux, d'interactions avec lui qui permettent toujours de mettre à distance les écrans. Et j'imagine que j'ai pas lu tous les articles qu'il y a sur le blog, mais que c'est aussi un des axes sur lesquels vous travaillez sur les marmots pour aussi apporter en fait des idées d'alternatives pour les parents, parce que c'est pas forcément toujours évident. Enfin, moi, je sais que quand je dis qu'on fait ça, on me regarde encore comme si on était une bête curieuse, parce que c'est vrai que tu vois, il va avoir 4 ans, comme ta fille, et quand on dit non, il a jamais regardé un écran, juste un peu pendant le confinement, quand on faisait les visios avec les grands-parents, quand on pouvait pas les voir, mais sinon c'est tout. Est-ce que pour toi, c'est aussi un axe important de proposer des alternatives aux écrans via les marmots ? C'est un vrai point, et à nouveau, il y a un article dans notre blog qui parle de ce point-là, à nouveau avec une professionnelle de l'enfance. Et en fait, on traite le point à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que nous, sur les marmots, à date, il n'y a aucun jeu à écran. Donc c'est que des jeux manuels, en tout cas sans écran. Après, on se dit toujours que, à nouveau, il ne faut pas non plus être trop dans l'extrême. Oui. Et typiquement, c'est pour ça qu'on a aussi référencé une start-up que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle la boîte à limites, qui part du principe de se dire, ok, les écrans, on sait qu'ils font partie de notre quotidien et qui sont là tous les jours, et il y en a partout. Et voilà. C'est clair. Mais néanmoins, comment on fait en sorte de pas non plus être trop extrême dans on coupe tous les écrans, mais comment justement on gère cette partie-là. Et donc la boîte à limites est un jeu interactif qui permet de justement limiter le temps d'écran.
et de manière pédagogique. D'accord. C'est-à-dire qu'avec l'enfant, on ne va pas être dans l'interdiction, on ne va pas être dans la confrontation, mais le but, c'est plutôt de rendre cette partie limitation d'écran plutôt sous forme de jeu. Et donc oui, nous, on a vachement cette démarche-là, et d'ailleurs, la coloritable pour l'aparté, pareil, est assez puissante. C'est juste une anecdote que j'ai en tête et qui me fait vraiment plaisir. On a dans un magasin, en fait, dans un espace détente, mis une coloritable à côté d'une table digitale. Et donc les deux tables étaient l'une à côté de l'autre. Et du coup, on a un peu regardé ce qui se passait, en fait. Et en fait, il y a eu autant d'enfants sur les deux tables. En revanche, l'interaction entre les enfants était beaucoup plus forte sur la coloritable, parce qu'ils se prêtaient les feutres, parce que « Ah, regarde, moi j'ai colorié le requin en bleu et toi t'as colorié le dauphin en rose ». Et parce qu'en fait, ils se parlaient, ils échangeaient sur ce qu'ils étaient en train de faire sur la table. Et donc j'ai trouvé ça hyper fort, en fait, dans le dire, finalement on parle juste de table, mais même aujourd'hui, avec cette omniprésence des écrans, on peut quand même trouver des produits et des alternatives qui font que finalement ça apporte vraiment un plus aux enfants. Et effectivement, le but de se dire, c'est sûr, pendant le confinement, typiquement, c'était pas évident de gérer son enfant H24. C'était un peu fatigant. Et c'est sûr que les écrans dans une maison, il y en a, et que quand c'est H24, parfois les écrans sont allumés. Et de se dire, en fait, et d'ailleurs, on a bien marché pendant le confinement grâce à ça, de se dire, à ce moment-là, mettons en avant une offre pour aider les parents à occuper un enfant toute une journée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, grâce à des jeux et des activités qui sont ludiques, qui sont sans écran, et qui sont... moi, j'aime beaucoup le fait de développer aussi des jeux où il y a une transmission, il y a une interaction parent-enfant. Mm-hmm. Et je trouve ça vachement bien, même s'il faut rendre l'enfant autonome aussi, mais voilà, et typiquement, à nouveau, notre coloritable s'y prête vachement bien. Enfin, moi, pour tout vous dire, je suis régulièrement assis avec ma fille en train de colorier sa coloritable. Donc voilà, ça fait partie effectivement d'une démarche globale des marmots et du coup des drôles de bouille par conséquence sur ce sujet-là. Ouais. Et ça, tu parlais du confinement, j'allais te poser la question de savoir quel avait été en fait l'impact à la fois peut-être en termes d'organisation, parce que forcément, c'est quand on se voit tous les jours et puis après, on ne peut plus trop se voir pendant pas mal de temps. Comment vous avez géré ça, du coup ? Alors, sur la partie organisation, on a la chance d'être un business digital. Donc c'est vrai qu'on a cette grande chance-là. Et finalement, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils de communication qui ne nous ont pas forcément tellement désorganisés. Bon, après, c'est sûr qu'il fallait accepter l'intrusion de ma fille en pleine réunion, en pleine visio, ou ce type de choses-là. Mais bon, hormis ça, on n'a pas été trop déstabilisé, en tout cas, sur la partie organisation. Par contre, sur la partie vraiment entreprise, ça a été à nouveau une belle épreuve. Côté entreprise, je parle, voilà. Parce que ça nous a mis dans la difficulté. C'est-à-dire que les premières semaines du confinement ont été extrêmement dures en termes de business, c'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup de trafic, on a perdu beaucoup de clients parce que je pense que c'était pas forcément la priorité d'achat pendant cette période-là. Oui, puis je pense qu'on était tous un peu sonnés. Exactement. Je pense que tout le monde se demande un peu ce qui se passait. Semaines, mais qu'est-ce qui se passe ? D'un seul coup, on peut plus sortir de chez soi, ou très peu. C'était quand même dans un état d'esprit assez particulier. Exactement, ouais, tout à fait. Et du coup, ça nous a impacté en tout cas notre projet, clairement, de manière économique. Et donc, en fait, le fait que ça nous ait mis dans cette difficulté-là, à nouveau, c'est un bel apprentissage. C'est-à-dire que, il se passe quelque chose de grave, il se passe quelque chose de très déstabilisant par rapport à la création d'une entreprise. Néanmoins, comment on surmonte ça ? Et c'est pour ça que je parlais de belle épreuve, c'est-à-dire que comment on arrive à surmonter cette période et comment on arrive à trouver des solutions pour rebondir, pour en sortir grandi en tant qu'entrepreneur. Et donc, pareil, c'est vrai que tu as employé le bon terme, on a été un peu sonné au début. Et effectivement, au bout de 3 semaines, on s'est dit, c'est pas grave, on va s'adapter à la situation. Et on va créer une offre qui finalement
pourra accompagner les parents dans le confinement, mais également s'équiper. Et donc, on avait une proposition de masques certifiés AFNOR artisanaux qui était fait par nos créatrices, qui était en vente sur le site. On a également eu une éditrice, pareil, lilloise, qui a sorti un livre pour expliquer le Covid aux enfants. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, expliquer ce qui se passe, la situation actuelle à des enfants, c'est pas tout le temps évident. Effectivement, moi, je vois ma fille de 4 ans avec une maîtresse qui a un masque toute la journée. C'est quand même, je pense, à leur niveau, peut-être déstabilisant aussi, de vivre cette période-là. Donc voilà, on a construit une offre avec des outils, avec des jeux, avec des choses qui pouvaient, et en tout cas, aider les parents lors de cette période aussi particulière. Et donc voilà, cette capacité de s'adapter, on l'a apprise sur le tas. Et finalement, ça a plutôt bien marché. Donc après les semaines qui ont suivi, notre offre du coup a été plutôt bien accueillie, puisqu'on a retrouvé vraiment une belle dynamique en termes de clients et d'achats sur cette catégorie-là. Donc on s'est dit que ok. Il y a des épreuves et je pense que dans le parcours d'un entrepreneur, il y en a beaucoup. Bon, là, c'en était une sacrée quand même. Oui. Et d'ailleurs, elle est toujours en cours. Mais néanmoins, voilà, c'est aussi ça, c'est notre capacité à s'adapter et à rebondir qui fera, je pense, en tout cas, je l'espère, la différence sur la pérennité de nos projets. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. Martin, du coup, je voudrais qu'on parle un petit peu des dernières questions de la boussole parce que le temps passe, tu vois, ça fait un peu plus de 50 minutes qu'on discute. Et donc, ce podcast s'appelle La Boussole. Et la boussole, ça indique le nord. Si toi, tu voulais passer un message, montrer une direction à quelqu'un, qu'est-ce que tu voudrais dire ? Je pense que moi, le message le plus fort que j'ai, en tout cas de mon expérience sur le fait de quitter un travail et de se retrouver finalement confronté à la création d'un projet, c'est vraiment le fait d'être décomplexé par rapport à la bonne idée. Et moi, c'est vraiment ça qui a fait le déclenchement de passer de je suis en multinationale et finalement avec tous les avantages qui vont avec, à je me mets... en tout cas, je me mets en entrepreneur, donc je quitte tout, je plaque tout et je change de vie pour essayer de monter mes projets. C'est vraiment le déclenchement, c'est le fait de décomplexer l'idée. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai voulu entreprendre avec toujours ce complexe de dire est-ce que j'ai la bonne idée ou pas ? Est-ce que c'est ça qui va marcher ou pas ? Et finalement, en étant au contact d'autres entrepreneurs, j'ai compris qu'il fallait être décomplexé par rapport à ça et plutôt... Voilà, en fait, la bonne direction, j'imagine que c'est celle qu'on a en soi et sur laquelle il faut se reposer, c'est-à-dire que ce qu'on a envie de faire, les valeurs qu'on a envie d'entreprendre. Je pense que la direction, en fait, chacun a la sienne et il faut juste la connaître et du coup la décomplexifier pour moi, en tout cas. D'accord. Est-ce que tu as des rituels dans ta semaine, des moments qui sont importants dans ta journée ? Tu sais, peut-être le truc c'est important pour toi. J'ai pas tellement de rituels. En revanche, je m'impose en fait 2 temps dans une semaine, qui est une matinée avec ma fille, qui se font le mercredi matin pour aller faire l'activité avec elle, que je m'impose, c'est-à-dire que voilà, je ne travaille pas le mercredi matin, globalement. Et après, moi, je suis un énorme fan de sport. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup manqué d'ailleurs pendant le confinement. Mais du coup, je suis fan de l'équipe de foot de Lille, du LOSC. Et effectivement, mon passage obligatoire, c'est le match du LOSC du week-end avec les copains, qui me permet un peu de débrancher un peu le cerveau. Ça fait du bien aussi. Voilà, de faire beaucoup de bien, de passer un bon moment avec les copains et autour de ce moment. Clairement. Et est-ce que tu aurais un livre ou un film à conseiller à nos auditeurs ? Parce que moi, je lis beaucoup, donc j'aime bien avoir des idées de livres. Moi, le livre le plus marquant et qui à nouveau a été un des morceaux de maillon pour entreprendre, ça a été le livre de George Lewis qui s'appelle « Sacrées bonnes idées ». George Lewis, c'est un des pionniers de la communication aux États-Unis. Ouais. Et en fait, c'est un bouquin qui est très, très simple à lire parce qu'en fait, c'est 60 idées. Et en fait, il partage un peu, lui, comment il a monté son empire de la com. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça parle de conviction, ça parle de résilience, ça parle de créativité, ça parle d'échec.
ça parle de tous ces sujets-là avec une légèreté, mais en même temps une profondeur qui sont extrêmement fortes. Et c'est un des livres qui m'a les plus marqué, et en tout cas qui m'a à nouveau aussi poussé à entreprendre. J'ai lu aussi Phil Knight, le fondateur de Nike. Où c'est pareil, c'est assez intéressant parce qu'à nouveau, il part d'une idée d'aller chercher une chaussure de course au Japon et finalement, on sait ce que ça devient. Donc ça fait partie des 2 livres qui m'ont un peu marqué. Il y a aussi en dernier livre le livre de Seth Goldman. Seth Goldman, c'est le créateur de la boisson Honest, qui est une boisson bio et qui s'est fait racheter par Coca-Cola. Donc j'ai vécu en fait le lancement de la marque Honest, qui est une boisson bio au sein du groupe Coca-Cola. Et le livre est hyper intéressant parce que pareil, c'est quelqu'un qui vient de la finance, qui plaque tout pour lancer une boisson bio et qui, grâce au succès, se fait racheter par Coca-Cola. Et en fait, il raconte toute sa démarche sur le fait de quitter le milieu financier pour lancer une boisson bio dans sa cuisine et sur comment il a réagi quand lui, qui avait créé une boisson pleine de valeurs bio, etc., est approché par un énorme groupe comme Coca-Cola. Donc c'est intéressant le cheminement. Donc voilà. Et en termes de films, j'ai pas forcément de films qui me viennent en tête. Moi, en tout cas, c'est plutôt une série, la dernière série documentaire qui m'a beaucoup marqué, c'est The Last Dance sur Michael Jordan. Oui. Moi qui suis un fan de sport en plus. Mais au-delà de ça, j'ai notamment montré ce documentaire à ma femme qui, elle, n'est pas du tout fan de sport. Et en fait, elle a quand même été hyper intéressée parce que, en fait, ça montre le personnage et le caractère qu'avait Michael Jordan, qui est juste incroyable et en tout cas sur tout le travail qu'il met derrière chaque action et toute la détermination qu'il a, c'est vraiment frappant et ça l'a amené pour être le meilleur joueur de tous les temps, donc c'est quand même quelque chose. Donc voilà, en tout cas c'est mes dernières références. Super. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander pour un prochain épisode de La Boussole ? Là, on est en Sainte-Blanche-Maille. Ouais. donc, je pense que je pourrais te présenter tous les bureaux qui sont autour de nous. Donc, j'ai personne en particulier, en tout cas, à te présenter, mais c'est sûr que nous, en tout cas, au sein de Blanche-Maille, au sein d'Eura Technologies, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de belles entrepreneurs. Et on forme souvent une belle communauté entre nous. Donc je pourrais, après ce podcast, te faire rencontrer quelques personnes si tu le souhaites. Super, merci beaucoup Martin. Merci beaucoup Claire. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.